Ignorant du fait que sa femme venait de signer un contrat pétrolier d'1 milliard de dollars, il refusa de payer ses frais d'hospitalisation et ceux de leur bébé. La suite est stupéfiante. Il ne l'a pas abandonnée une seule fois, mais deux. D'abord dans une chambre d'hôpital, puis dans un tribunal qui allait sceller le destin de sa vie. Lorsque le silence s'est abattu sur la salle d'audience, lorsque le juge a déchu Mark Carter de la garde de leurs enfants, prononcé des sanctions financières et ordonné une enquête criminelle, Mark n'avait toujours pas pleinement conscience de la gravité de son acte. Car bien avant le tribunal, bien avant les papiers du divorce, bien avant son effondrement public, il avait pris la décision la plus cruelle alors que sa femme était alitée à l'hôpital. Evelyn, épuisée et à peine consciente après son accouchement, gisait au fond de son lit tandis que leur nouveau-né pleurait sous une douce lumière dans la nurserie. Mark, debout près d'une fenêtre, jeta un coup d'œil à un courriel du système de facturation de l'hôpital et prononça 2 mots à l'administrateur et à l'assistante sociale. Ces mots seraient consignés, horodatés et utilisés comme preuve devant le tribunal. Alors, ne signez pas l'autorisation. Ne prenez pas vos responsabilités. Ne payez pas. Il refusa d'approuver la facture. Il a refusé de se porter garant. Il a refusé de signer même lorsqu'on lui a dit que le bébé pourrait ne pas sortir de l'hôpital sans garantie de paiement. Le règlement de l'hôpital impliquait la poursuite des soins d'urgence. Bien sûr, les médecins et les infirmières ont continué à faire leur travail. Mais ces 2 mots ont déclenché autre chose. Des rapports, des notes, des formulaires d'incidents, et un coup de fil discret à une assistante sociale de l'hôpital qui a ouvert un dossier à son nom. Ce que Mark ignorait, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que quelques heures plus tôt, la femme qu'il avait prise pour une femme sans emploi avait discrètement signé, en son nom propre, une acquisition pétrolière offshore d'1 milliard de dollars, protégée par une multitude de sociétés, d'avocats, de comptes séquestres et d'accords de confidentialité. Il la croyait dépendante. Il pensait que le silence était un signe de faiblesse. Il pensait que sa cruauté ne lui coûterait rien. Pendant qu'il plaisantait avec une autre femme dans le couloir, pendant qu'il s'en prenait à Evelyn qui l'avait mis dans l'embarras en prenant son téléphone, sa femme apprenait quelque chose de bien plus dangereux que la colère. Elle découvrait à quel point il était vulnérable. Ce qui suivit ne fut ni des cris, ni du chaos, ni une confrontation dramatique à l'hôpital. Ce furent des documents, des enregistrements audio, des comptes rendus d'hospitalisation, des courriels horodatés, des convocations au tribunal, et, un à un, tout ce qui, selon Mark, faisait sa force. Son mariage, son image, son emprise s'effondrèrent publiquement parce que la femme qui l'avait humilié à son moment de plus grande faiblesse ne réagit pas comme il l'espérait. Elle attendit. Elle documenta tout. Elle a agi lorsque la loi, et non l'émotion, était de son côté. Et lorsque la vérité a finalement éclaté, elle ne l'a pas seulement choqué, elle l'a anéanti. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme laisser son silence être à nouveau pris pour de la faiblesse. En vous abonnant, vous soutenez toutes les femmes sous-estimées, tous les enfants protégés par le courage, et tous ceux qui ont choisi la stratégie plutôt que le désespoir. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Lourd, presque menaçant. Non pas le silence de la paix, mais celui d'une puissance qui s'installe. Evelyn Carter, 32 ans, visiblement enceinte, était assise au centre d'une longue table en verre dans une salle de conférence privée surplombant la ville. Les murs étaient transparents, mais le monde extérieur semblait lointain, flou, insignifiant. Dans cette pièce, seule l'encre comptait. Seul le timing, seule une trêve qui n'avait pas encore fait la une des journaux. Devant elle s'étendait une pile de documents si épaisse qu'elle aurait pu faire basculer des portefeuilles entiers. En haut, l'accord d'acquisition finale, Offshore Energy Holdings. Valorisation, 1 milliard de dollars. Evelyn prit le stylo. Sa main ne tremblait pas. En face d'elle se trouvait Monsieur Alvran, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, président de l'un des consortiums pétroliers les plus influents du secteur. Il avait bâti des empires, vu des hommes s'effondrer et appris à reconnaître la véritable autorité, même lorsqu'elle se manifestait sous les traits d'un simple blazer et de talons bas. À sa gauche et à sa droite se tenaient 2 juristes d'État, à l'œil vif et rigoureux, payés pour déceler les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en catastrophe. Près du mur, une secrétaire générale s'apprêtait déjà à marquer l'histoire. Personne ne souriait. Ni champagne, ni presse.
Ce n'était pas une fête. C'était un transfert de pouvoir. Evelyn signa la dernière page. La plume se leva. L'encre sécha. $1 milliard fut transféré dans une structure qu'elle contrôlait, sans applaudissements. L'écran de son téléphone, posé à côté du dossier, vibra une fois. Elle le retourna brièvement. Un appel manqué de Marc et un SMS. Le médecin a dit que tu devrais te reposer sur le canapé, pas en réunion. Tu te reposes encore? En arrière-plan, une vieille photo. Le bras de Marc autour de sa taille. Tous deux souriant dans un petit appartement, des années auparavant, quand les promesses semblaient encore éternelles. À l'époque, Marc était un homme ambitieux de 36 ans, débordant d'idées mais d'argent. Il avait toujours aimé le mot « pourvoyeur de ressources ». Il l'appréciait encore davantage lorsqu'Evelyn commença à dire qu'elle prenait du recul par rapport à son travail et qu'elle ne signait plus rien publiquement. Il ne lui demanda jamais ce qu'elle faisait de ses journées par la suite. Il supposa que M. Alvorson s'éclaircit la gorge, d'une voix basse mais respectueuse. « Vous comprenez ? Il a dit que si votre nom était divulgué, vous feriez la une de tous les journaux financiers pendant 48 heures. » Evelyn referma délicatement le dossier, comme si elle y scellait un trésor vivant. « Les gros titres font du bruit, » répondit-elle. « Je préfère la structure. » Le président l'observa longuement. Les hommes rêvaient d'être associés à une affaire pareille. Elle avait insisté sur l'anonymat, les sociétés écrans, les comptes séquestres et les accords de confidentialité. Ce que personne n'a dit à voix haute, mais que tous comprenaient, c'est qu'Evelyn Carter ne se contentait pas de négocier des contrats. Elle concevait des systèmes. Des années auparavant, elle était analyste junior dans une entreprise énergétique de taille moyenne, assise discrètement au fond de table comme celle-ci. Souvent la plus jeune, généralement la seule femme, ignorée jusqu'à ce qu'un problème survienne. Elle voyait les hauts dirigeants réutiliser ses prévisions sans la citer. Elle entendait ses idées reprises plus fort par d'autres. C'est alors qu'elle a compris que la visibilité n'était pas synonyme de pouvoir. Le pouvoir s'exerce pleinement lorsque personne ne se rend compte de son origine. Cette leçon lui venait de son père. Il avait dirigé une entreprise de logistique énergétique modeste mais prospère. Rien d'ostentatoire, mais une organisation implacable. Avant de mourir, il lui a laissé bien plus que des actions. Il lui a laissé une phrase qui résonnait en elle à chaque hésitation. « Si on ignore ta valeur, on ne peut te la prendre. » Après son décès, elle a discrètement intégré son entreprise à des structures plus importantes, réinvesti avec prudence et n'a jamais lié son patrimoine à son nom personnel. Ce qu'elle contrôlait était placé dans des sociétés holding. Ce qu'elle venait de signer était sous séquestre, bloqué jusqu'à la validation des documents réglementaires. Elle ne pouvait pas encore toucher à l'argent. Elle n'en avait pas besoin. Monsieur Alvorson fit glisser une dernière feuille sur la table. Notre équipe juridique dépose aujourd'hui les documents auprès des autorités compétentes, en attendant confirmation. La confidentialité est absolue. Evelyn acquiesça. Je comprends. La secrétaire s'avança pour faire notarier les documents. Les avocats empilèrent leurs copies. La réunion se termina comme elle avait commencé, dans le silence. Evelyn se leva. Ce faisant, une légère tension lui parcourut le bas-ventre. Pas un coup sec, juste assez fort pour qu'elle pose brièvement la paume de sa main contre le bord de la table. « Premier bébé ?» demanda doucement la secrétaire, remarquant le geste. Evelyn esquissa un sourire. « Oui, gardez votre téléphone allumé », dit la femme. Les bébés et les affaires ont tendance à se disputer l'attention. Le téléphone d'Evelyn vibra de nouveau, comme sur cul. Un autre message de Marc. « Appelle-moi quand tu te réveilles. Je prends un café avant une réunion. » Il était persuadé qu'elle était chez elle, en train de se reposer. Elle l'avait laissé croire cela pendant des mois. Cela apaisait son ego, le redressait. Elle pensait que cela ne lui coûtait rien. Elle glissa son téléphone dans son sac sans répondre. Non pas pour se cacher, mais parce qu'au fond d'elle, une intuition la taraudait. Le moment présent allait compter plus que n'importe quelle explication. Elle se dirigea vers l'ascenseur, ses talons claquant sur la pierre polie. Dans les portes-miroirs, son reflet n'apparaissait ni comme une épouse, ni comme une partenaire attentionnée, mais comme une femme seule, dotée d'une autorité tranquille. Derrière elle,
Un contrat d'1 milliard de dollars reposait sous scellé dans un dossier. Devant elle, la première véritable contraction la serrait au niveau du ventre, et quelque part à l'autre bout de la ville, Mark Carter se comportait déjà comme un homme persuadé de tout contrôler, sans se douter du prix exorbitant que son ignorance allait lui coûter. La douleur était plus vive cette fois. Une vague violente traversa le corps d'Evelyn, lui coupant le souffle et la forçant à s'agripper au drap fin de l'hôpital. Elle inspira à travers ses dents serrées, expira lentement, faisant exactement ce que la sage-femme lui avait conseillé quelques heures plus tôt. « Celle-ci est plus forte », murmura-t-elle. La journée avait été longue. Le matin, des signatures à 1 milliard de dollars. L'après-midi, des crampes de plus en plus fortes qui refusaient de se calmer. Le soir, son obstétricien, peu convaincu, lui dit « Je vais bien » et lui ordonne de se rendre directement à l'hôpital. Mark avait conduit, se plaignant des embouteillages tout le long du trajet. À présent, dans une salle de travail lumineuse, Mark arpentait la pièce, non pas à côté de son lit, mais près de la porte. Il avait 36 ans, était en pleine forme, et portait une chemise de marque qui sentait encore légèrement l'eau de Cologne. Son téléphone était collé à son oreille comme si c'était la chose la plus importante de la pièce. « Ouais, je sais », marmonna-t-il en se tournant légèrement vers la fenêtre. « Je te l'ai dit, Lena, je t'appellerai plus tard. » Le nom tomba comme un éclat de verre. Trop familier, trop désinvolte. Evelyn l'entendit. Elle ne tourna pas la tête. Elle ne demanda pas « Qui est Lena ?» Elle se concentra sur sa respiration et fixa le plafond, laissant la contraction atteindre son paroxysme puis s'estomper. Mark baissa la voix. « Je suis à l'hôpital. »« Non, pas pour moi. Pour le bébé. Écoute, ce n'est pas le moment de parler chiffres. » Un silence s'installa pendant que Lena répondait. La mâchoire de Mark se crispa. « Je m'en occupe », lança-t-il sèchement. « Ne fais rien avant qu'on ait parlé. » Il raccrocha et glissa son téléphone dans sa poche, passant une main dans ses cheveux. Son regard se posa sur Evelyn, puis se détourna, comme si le fixer trop longtemps risquait de l'obliger à quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire. Une autre contraction survint. Evelyn ferma les yeux. Les souvenirs ont refait surface comme des photos. Mark dans leur premier appartement, à la fois excité et terrifié par ce petit prêt de démarrage. Elle transférant discrètement de l'argent de ses propres investissements vers son compte professionnel, lui disant que c'était une prime. Lui, un soir, plaisantant à moitié sérieusement. « Je ne veux pas que ma femme gagne plus que moi. J'ai besoin de me sentir comme celui qui subvient aux besoins de ma femme. » Elle avait souri, puis dessiné des cercles sur son poignet. « Alors je ferai en sorte que tu ne te sentes jamais insignifiant. » À l'époque, cela paraissait romantique. Plus tard, c'est devenu une habitude. Refuser une promotion visible, minimiser ce qu'elle. Elle avait en réalité compris que l'industrie présentait chaque suggestion comme une question, afin qu'il ne se sente pas menacé. Elle pensait protéger son mariage. En réalité, basée sur une habitude, refuser une promotion visible, minimiser ce qu'elle. Elle avait en réalité compris que l'industrie présentait chaque suggestion comme une question, afin qu'il ne se sente pas menacé. Elle pensait protéger son mariage. En réalité, elle se construisait une prison. On frappa à la porte, ce qui la fit sursauter. Une infirmière d'une quarantaine d'années entra. L'infirmière Patel, dont le badge était visible, avait le visage chaleureux mais concentré. Elle vérifia le moniteur, ajusta la perfusion et sourit brièvement à Evelyn. « Votre état s'améliore, dit-elle. Nous allons probablement vous admettre définitivement en salle de travail. » Elle se tourna vers Mark, adoptant un ton professionnel. « Monsieur, nous devons confirmer vos informations d'assurance et obtenir votre autorisation pour l'admission et les soins postnatals. Nous vous avons envoyé un devis par SMS et par courriel. Nous pouvons également discuter des modalités de paiement avec notre conseiller financier si nécessaire. » Mark se raidit, le mot « paiement » lui faisant mal au nerf. « Maintenant » demanda-t-il. « Oui » répondit doucement l'infirmière Patel. « Nous continuons à assurer les soins d'urgence quoi qu'il arrive, mais pour la chambre privée, le séjour prolongé et les soins au nouveau-né après la sortie, il nous faut une personne financièrement responsable. » Evelyn l'observait du coin de l'œil. Il sortit de nouveau son téléphone et tapota l'écran un peu trop fort.
Une notification du portail de facturation de l'hôpital s'afficha. Frais estimés, travail, accouchement, soins postnatals, séjour du nouveau-né. Le chiffre le fit grimacer. Une autre contraction prit Evelyne par surprise, plus longue et plus intense. Elle expira lentement, se laissant guider par l'infirmière. Marc ne bougea pas vers elle. Ses yeux étaient rivés sur le devis. Le silence qui suivit n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la confusion. C'était du calcul. L'infirmière Patel attendait patiemment, tablette à la main, habituée aux conversations délicates sur l'argent. Mais rarement quelqu'un était aussi bien habillé. Monsieur, l'encouragea-t-elle. Souhaitez-vous que nous procédions à la préautorisation maintenant, ou préférez-vous d'abord parler à notre conseiller financier? Evelyne ouvrit grand les yeux et regarda Marc. Elle ne dit rien, ne supplia pas, ne lui rappela pas que c'était leur enfant. Elle se contenta de regarder, car après des années à le protéger de la souffrance, pour la première fois, elle voulait voir sa réaction quand personne ne viendrait à son secours. Marc jeta un nouveau coup d'œil au devis, puis à la porte, puis à son téléphone, comme s'il pouvait lui offrir une issue. Les paroles de Léna, prononcées plus tôt, résonnèrent en boucle dans sa tête. Ne la laisse pas te piéger financièrement. Il inspira brusquement, son regard fuyant sa femme. Donnez-moi une minute, dit-il à l'infirmière. L'infirmière Patel acquiesça, professionnelle et calme. Bien sûr, je préviens l'accueil que vous examinez le devis. Elle quitta la chambre discrètement. La contraction d'Evelyne prit fin. Le moniteur émit un bip régulier. Marc remit son téléphone dans sa poche et se dirigea vers le couloir, les épaules crispées. Il se dit qu'il avait juste besoin de prendre l'air. Il se dit qu'il déciderait après un dernier appel. Evelyne fixait la porte close. Quel que soit son choix, elle savait qu'il serait plus sincère que n'importe quelle déclaration d'amour qu'il lui avait jamais faite. Une tension palpable régnait dans le couloir. Des roues qui roulaient, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des voix étouffées qui se faufilaient sous les néons. Marc s'appuya contre le mur, près d'un extincteur, aussi loin que possible du poste des infirmières tout en captant du réseau. Il avait la poitrine serrée, non pas d'inquiétude pour Evelyne, mais à cause du devis de l'hôpital qui résonnait encore dans sa mémoire. Il sortit son téléphone et rappela Léna. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « Dis-moi au moins que tu es sortie, » dit-elle d'une voix douce, avec un léger écho d'un bar ou d'un bureau derrière elle. « Je suis dans le couloir, » répondit Marc en baissant la voix machinalement. « Ils viennent de m'envoyer les chiffres, » énuméra-t-il d'un ton sec. Léna siffla doucement. « C'est pas rien. »« Ouais, sans blague, » rétorqua-t-il sèchement. « Ma trésorerie est déjà tendue. L'investisseur s'est retiré la semaine dernière, tu te souviens? Les salaires sont à payer lundi. » Léna était au courant de tout. Elle s'occupait du marketing de son entreprise, et peu à peu, elle avait aussi dû gérer son ego. Elle avait entendu toutes ses plaintes concernant la pression, les attentes et la décision d'Evelyne d'arrêter de travailler. « Un bébé change tout, » dit Léna, mais sans aucune sentimentalité. Une fois l'enfant arrivé, c'est un engagement d'au moins 18 ans, scolarité, frais médicaux, et tout le reste. Si vous signez tout maintenant, vous vous engagez à assumer la totalité des dépenses pour toujours. Elle n'a pas de revenus, dit Marc en faisant les 100 pas. Elle a quitté le cabinet l'année dernière. Elle a dit vouloir se consacrer à sa famille. Elle consulte à peine ses courriels. Il avait opportunément oublié combien de décisions familiales avaient été dictées par ses propres insécurités. Exactement, répondit Léna. Alors pourquoi es-tu le seul adulte ici à qui l'on demande de penser à long terme? Il se hérissa. C'est elle qui attend le bébé. Et c'est toi qu'on demande de signer toutes les factures de ce service, rétorqua Léna. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de son enfant. Je dis qu'il ne faut pas brader son pouvoir de négociation à la légère. Exiger qu'elle prouve qu'elle peut contribuer. Deuxièmement, fixer des conditions. Sinon, vous n'êtes qu'un distributeur automatique de cartes de crédit ambulant. Marc fixait les lumières du parking en contrebas à travers l'étroite vitre. Elle comprendra, murmura-t-il. Elle le fait toujours. C'est parce que tu l'as habituée à ça, dit doucement Léna. Ces mots auraient dû le perturber. Au lieu de cela, ils lui redonnèrent le sentiment de maîtriser la situation. Il imagina Evelyne à la maison,
tel qu'il l'avait toujours imaginé ces derniers temps, lisant des blogs pour bébé, regardant la télévision en journée, entre deux projets, attendant qu'il prenne une décision. Il ne s'était jamais imaginé la voir ce matin-là, assise à une table de conférence, signant des documents dont les sommes dépasseraient tout ce qu'il avait jamais vu. Il ignorait même son existence. « Surtout, ne te précipite pas, » poursuivit Lena. « Dis-leur que tu t'arrangeras plus tard. Fais-leur bien comprendre que tu n'es pas là pour payer sans compter. Si elle a besoin de quelque chose, elle trouvera bien une solution. » Marc hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. « Ça n'a rien à voir avec toi, » dit-il, sa conscience le piquant juste assez pour qu'il proteste. Lena rit doucement. « Bien sûr que si. C'est toi qui devras vivre avec ce que tu signes. Appelle-moi quand tu auras fini de jouer les héros. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Marc resta immobile un instant, le téléphone toujours collé à l'oreille, même si la communication était coupée. Puis il rouvrit le courriel de l'hôpital. Estimation des frais. Approuvé. Refusé. Demander un conseiller. Son pouce hésita sur « approuvé ». Il imagina la voix de Lena, « Ne te laisse pas piéger financièrement ». Il imagina la soumission silencieuse d'Evelyne au fil des années. Lui avait-elle jamais dit non? Vraiment? Non. Un bref instant, il s'imagina retourner dans la pièce, lui prendre la main et dire quelque chose comme « On trouvera une solution ». Puis il pensa au salaire, au loyer du bureau, à l'expansion ratée dont il n'avait pas admis l'échec. Il se persuada qu'il s'agissait d'assumer ses responsabilités. Il verrouilla son téléphone, le glissa dans sa poche et se détacha du mur. En retournant vers la chambre, il aperçut un panneau indiquant la facturation et le service financier aux patients. Il le suivit. Il devait prendre une décision. Le bébé pleura avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. C'était un son ténu et incertain, mais il emplissait la pièce plus intensément que n'importe quelle dispute. Evelyne était allongée, calée dans son lit d'hôpital, les bras tremblants mais fermes, serrant son fils contre sa poitrine. La chaleur, le poids et une odeur qu'elle savait graver à jamais dans sa mémoire. Ses cheveux humides collaient à son front. Son corps la faisait souffrir profondément, d'une manière inconnue. Mais pendant un instant suspendu, tout était là, vivant, suffisant. La porte s'ouvrit doucement. Une femme entra. La quarantaine, chignon soigné, badge, Mademoiselle Reynolds, responsable de la facturation. À côté d'elle marchait une autre femme en cardigan, badge sur un bloc-notes, Mademoiselle Diaz, assistante sociale de l'hôpital. Derrière elle se tenait une jeune infirmière de la maternité, les mains jointes, le regard doux. M et Madame Carter. Commença Mademoiselle Reynolds. Je suis désolée de vous déranger. Je serai brève. Marc se tenait à la fenêtre, les mains dans les poches, le regard fixé sur le parking en contrebas, comme s'il y avait quelque chose de plus intéressant que les petits doigts de son fils qui se crispaient et se détendaient contre la robe d'Evelyne. « Quel est le problème ?» demanda-t-il sans se retourner. Mademoiselle Reynolds s'éclaircit la gorge. « Nous avons reçu votre première appréciation du devis, M. Carter. Nos dossiers indiquent que vous avez refusé l'autorisation préalable pour les soins postnatals et néonataux. » Evelyne releva légèrement la tête. « Refusé. » Elle jeta un coup d'œil à Marc. Il finit par se tourner vers elle, le visage fermé. « Je leur ai dit que je ne signerais rien avant d'avoir discuté des différentes options. » Mademoiselle Reynolds garda un ton neutre. « Pour être clair, tous les soins d'urgence et les soins médicalement nécessaires sont maintenus. Votre fils reçoit les soins appropriés. Cependant, sans garant dûment identifié, nous sommes tenus de suspendre administrativement sa sortie et de faire intervenir notre équipe sociale. L'auxiliaire de puériculture est intervenu avec tact. Cela signifie simplement qu'il restera à la crèche jusqu'à ce que nous ayons la certitude qu'un plan de sortie sécurisé est en place et qu'une personne légalement responsable a été désignée. C'est la procédure habituelle en cas de refus. » Les mots résonnèrent plus fort que leur prononciation calme. Evelyne resserra son étreinte sur le bébé, l'attirant instinctivement plus près. « Je ne comprends pas. Nous sommes là. Nous sommes ses parents, et nous voulons que cela soit consigné par écrit, avec la personne responsable pour la facture, déclara prudemment Mademoiselle Reynolds. Vous avez des options. Assurance,
Plan de paiement, aide financière. Mais il nous faut une signature. Elle se tourna légèrement vers Mark, tablette à la main. Monsieur Carter, souhaitez-vous mettre à jour votre décision? Mark expira bruyamment par le nez. J'en ai déjà parlé à la conseillère, dit-il. Nous n'autorisons rien de nouveau pour le moment. Elle, ajouta-t-il en désignant Evelyne du Menton, a des contacts, de la famille, tout ça. Elle peut s'arranger si elle veut quelques jours de plus en chambre privée. L'infirmière se remua, mal à l'aise. Evelyne sentit un profond sentiment de vide s'installer en elle. D'une main, elle chercha son téléphone sur la table de chevet, le bébé dans les bras de l'autre. Le mouvement fut lent et douloureux. Mark la regarda fixement. « Non !» s'écria-t-il. « N'appelle surtout pas tes anciens collègues ou les amis de ton père pour leur demander un prêt. C'est humiliant. » Evelyne s'arrêta, le téléphone à la main. Humiliant. Elle le déverrouilla quand même. Son application bancaire affichait des numéros froids, des comptes d'investissement, des entités juridiques, l'acte de dépôt fiduciaire de la transaction qu'elle avait signé le matin même, des fonds visibles mais bloqués par des accords légaux jusqu'à la validation des documents, inaccessibles pour le moment. Elle disposait d'autres liquidités, mais tout virement important et soudain aujourd'hui susciterait des questions de la part des services de conformité, ce qu'elle préférait éviter pour le moment. L'argent n'était pas le problème. En réalité, si elle sortait Mark de l'affaire discrètement une fois de plus, le même schéma se répéterait. Il partirait en croyant que ses choix resteraient impunis. Elle ferma l'application, sans la lui montrer ni lui donner d'explication. « Madame Carter, mademoiselle », dit doucement Reynolds. « Vous pouvez aussi vous porter garante si vous préférez, quel que soit votre statut professionnel. » Evelyne la regarda dans les yeux. « Dans quelques jours, je réglerai tout, » dit-elle d'un ton égal. « Aujourd'hui, j'ai juste besoin de savoir que mon fils est en sécurité et qu'on s'occupe bien de lui. » « C'est le cas, » la rassura la puéricultrice. « Nous ne lui refusons aucun soin. Il s'agit simplement de documents. » Mark ricana. « Et alors ? Vous prenez le bébé en otage à cause de paperasse, à cause d'une responsabilité légale, mademoiselle. » Reynolds corrigea, toujours calme. « Monsieur, nous vous le demandons à nouveau. Accepteriez-vous d'autoriser le paiement en tant que garant principal ?» La mâchoire de Mark se crispa. Il jeta un coup d'œil à Evelyne, en sueur, épuisée, les points de suture la tirant à chaque mouvement. À ses yeux, c'était elle qui s'était retirée du monde. Lui, c'était lui qui se battait. « Non », finit-il par dire. « Pas maintenant. J'ai dit ce que j'ai dit. » Il regarda mademoiselle Reynolds droit dans les yeux. « Alors ne le faites pas, » ajouta-t-il. « N'ajoutez rien d'autre à mon nom tant que nous n'aurons pas réglé la situation. S'il n'y a pas de solution de paiement claire, » ajouta-t-il en haussant les épaules, « alors ne le renvoyez pas non plus pour l'instant. Gardez-le là jusqu'à ce que ce soit réglé. Je ne signerai rien de tout cela. » Mademoiselle Reynolds Stylus marqua une brève pause, puis tapota son stylo pour consigner son refus. « Bien compris, » dit-elle doucement. « Je suis tenue de vous informer que cette conversation est consignée dans votre dossier. Les services sociaux, et si nécessaire, la protection de l'enfance seront prévenus afin de faciliter la sortie de l'enfant. » Elle se tourna vers Evelyne, son masque professionnel s'adoucissant. « Nous allons emmener votre fils à la pouponnière pour observation. Une fois les formalités administratives réglées, il pourra de nouveau dormir avec vous. » Evelyne hocha la tête une fois, ses bras se crispant malgré elle tandis que l'infirmière s'approchait. « Je vous le ramènerai dès que possible, » murmura l'infirmière. Evelyne hocha de nouveau la tête. Elle n'osait pas parler. Le bébé quitta ses bras, et son absence se fit immédiatement sentir. Plus de chaleur, plus de poids, un vide immense. Mark cherchait déjà son téléphone, la conversation terminée dans sa tête. Evelyne regarda la porte se refermer derrière l'infirmière et son enfant. La voix de son père lui parvint, calme et impitoyable. « Les gens te disent qui ils sont quand il y a un véritable enjeu. Crois-les. » La première fois, elle avait posé le téléphone sur ses genoux, écran vers le haut. Cette fois, elle avait tous les éléments nécessaires, date, heure, nom, témoin. Et pour la première fois en 7 ans, elle n'éprouvait aucune envie de protéger Mark des conséquences de ses propres décisions. Il pensait que tout cela n'était qu'une question d'argent.
Il pensait qu'un simple « alors ne le fais pas » suffirait à clore la conversation. Il ne se rendait pas compte qu'il venait d'ouvrir une enquête. Le léger clic de la porte qui se refermait résonna plus fort qu'il n'aurait dû. La nuit était tombée presque sans qu'elle s'en aperçoive. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lueur du moniteur qui surveillait ses constantes vitales et par la petite lampe près du lavabo. L'endroit sur sa poitrine où Noah avait dormi était encore chaud, comme un fantôme pesant sur ses épaules. Evelyn fixa le plafond. Elle repassa la scène en revue, plus lentement cette fois. La voix posée de mademoiselle Reynolds. Le regard contrit de l'infirmière. Marc haussa les épaules. Alors ne le fais pas. Ces mots ne sonnaient plus comme un moment d'égarement. Ils résonnaient comme un verdict. Elle tourna la tête vers la porte. À travers la petite vitre, elle aperçut un agent de sécurité posté au bout du couloir. Protocole standard appliqué chaque fois que les services sociaux signalaient un problème de garde d'enfants, de tension ou de litige financier. Il n'était pas là pour elle. Il était là parce que quelqu'un avait consigné le refus du père de l'enfant d'assumer ses responsabilités. Evelyn se redressa prudemment, retenant une douleur lancinante due au point de suture. Elle attrapa son téléphone sur la tablette et le déverrouilla. Au lieu d'ouvrir son application bancaire, elle ouvrit un contact qu'elle n'avait pas utilisé depuis avant son mariage, le cabinet d'avocats Carter et Doyle. Enregistré sous un nom banal il y a des années, lors du règlement de la succession de son père. Elle avait gardé le numéro à jour par habitude, sans se douter qu'elle en aurait un jour besoin. Elle appuya sur le bouton d'appel. La ligne se décrocha après une sonnerie. Carter et Doyle. Une voix calme répondit. Ici Amanda Carter. Bonjour, Amanda. C'est Evelyn. Evelyn Carter, anciennement Evelyn Rios du domaine énergétique Rios. Le ton à l'autre bout du fil se fit plus ferme, passant de la politesse à une présence plus assurée. Evelyn, dit Amanda. Tout va bien. Evelyn jeta un coup d'œil au berceau vide. Je viens d'accoucher, dit-elle. Ils l'ont emmenée à la pouponnière. Mon mari a refusé de signer l'autorisation de paiement. L'hôpital l'a noté et a indiqué que les services sociaux pourraient saisir la protection de l'enfance si le problème n'est pas résolu. Amanda resta silencieuse un instant, pas surprise. Elle réfléchissait. Te sens-tu en sécurité physiquement ? Demanda-t-elle. Oui, répondit Evelyn. Mais je ne me sens pas protégée. Pas par lui. Je comprends, répondit Amanda. Écoutez attentivement. Ne soyez pas conflictuels. Coopérez avec le personnel hospitalier. Laissez-les tout documenter. Je vous enverrai un lien sécurisé. Transférez tous les courriels que vous avez reçus de l'hôpital et notez les noms et les dates tant que vous y avez encore des souvenirs. Une notification apparut presque aussitôt. Evelyn ouvrit le portail sécurisé et commença à télécharger des captures d'écran. L'accord dont nous avons parlé l'an dernier, ajouta Evelyn d'une voix douce. L'acquisition est finalisée. Les fonds sont sous séquestre. Ma structure d'entreprise est claire et distincte. Cela nous offre des options, dit Amanda. Nous allons protéger vos actifs pour le moment. Notre priorité, c'est votre fils et votre sécurité. Une fois votre peine purgée, nous entamerons une procédure de mesures provisoires, garde, protection financière, tout ce dont nous aurons besoin. Evelyn déglutit, la gorge serrée, mais la voix assurée. Il y a autre chose. Elle tourna légèrement la tête, inclinant le téléphone pour apercevoir le fond du couloir. Quelques portes plus loin, près du poste des infirmières, Marc se tenait de profil, riant. À côté de lui, en pantalon ajusté et blazer, se trouvait Léna. Elle tenait un café à emporter d'une main, l'autre effleurant brièvement son bras tandis qu'elle levait les yeux vers lui en souriant. Pour n'importe qui d'autre, ils ont l'air de collègues ou d'amis. Evelyn, elle, savait que non. Ils sont ensemble, dit-elle doucement, elle l'appelait. Elle lui a apporté un café pendant que notre bébé est à la pouponnière et que les services sociaux ouvrent un dossier. Amanda ne s'exclama pas. Elle ne jura pas. Elle se contenta d'encaisser. Bien, dit l'avocat. Cela signifie que le personnel hospitalier les a vus ensemble. Un autre schéma. Un autre élément de contexte. Que faire ? Demanda Evelyn. Pour ce soir,
répondit Amanda, repose-toi. Réponds honnêtement à ces questions. Ne discute pas. Ne menace pas de divorcer. Laisse-le croire que tu es trop fatigué pour réagir. Je m'occuperai des papiers dès demain matin. Nous demanderons les dossiers médicaux, les rapports des services sociaux, le refus de prise en charge et tous les rapports d'incidents. Quand nous déménagerons, nous emporterons tout. Evelyne acquiesça, même si Amanda ne pouvait pas la voir. Et mon fils, murmura-t-elle. L'hôpital ne refusera pas les soins médicalement nécessaires, affirma Amanda. Leur dossier concernant votre mari vous sera plus utile que n'importe quel discours que vous pourriez lui prononcer ce soir. Demain, après avoir consulté leur service juridique, vous autoriserez vous-même les soins nécessaires. Tu peux te le permettre, et nous ferons en sorte que le tribunal le reconnaisse, même s'il prétendait le contraire. Evelyne expira lentement, la tension dans sa poitrine se relâchant légèrement, non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'une solution se profilait enfin. Il te croit dépendante, ajouta Amanda. Pour l'instant, laisse-les penser ça. Je peux faire ça, répondit Evelyne. Bien, répondit Amanda. Alors, si vous le pouvez, dormez. À partir de maintenant, on note tout. Inutile de hausser le ton. Les papiers s'en chargeront. Ils raccrochèrent. Dehors, Marc dit quelque chose qui fit de nouveau rire Léna. Une infirmière passa devant eux, un dossier à la main, et les observa brièvement, comme si elle en avait perçu plus qu'elle ne l'aurait jamais dit à voix haute. Evelyne les regarda encore une seconde. Elle détourna alors la tête de la fenêtre, ferma les yeux et laissa le doux bip du moniteur l'apaiser, la plongeant dans un état entre le sommeil et le choc. Dès l'instant où il avait refusé de payer, il n'avait pas fixé de limite. Il lui avait remis la preuve la plus irréfutable de sa véritable identité, au prix de quelque chose. Elle n'avait pas besoin de se battre. Elle avait des témoins. Elle avait des preuves. Elle avait de la patience. Le silence, comprit-elle, n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Et quand Marc le comprendrait enfin, il serait bien trop tard. Le premier document s'abattit sur la table avec un bruit sec et définitif. Evelyne ne broncha pas. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté l'hôpital avec Noah dans un porte-bébé, enveloppé dans une épaisse enveloppe contenant les documents de sortie et une copie du rapport d'incident qu'elle avait demandé et signé en partant. À présent, elle était assise dans une salle de conférence silencieuse chez Carter et Doyle, le cabinet qui avait géré la succession de son père. La ville bourdonnait au loin, derrière les vitres teintées, mais ici, tout était calme. En face d'elle était assise Amanda Carter, la quarantaine bien sonnée, le regard perçant et l'air serein. À côté d'elle se trouvait un homme d'une 50aine d'années. Reed, détective privé, ancien policier. Ses vêtements étaient simples. Son allure, en revanche, ne l'était pas. Sur la table, une pile de papiers s'accumulait, ainsi qu'une tablette noire. Amanda tapota la première page. Le rapport d'incident hospitalier, a-t-elle déclaré, rédigé par l'administratrice de facturation Reynolds, contresigné par l'infirmière Patel et mentionné dans la note interne de l'assistante sociale. Nous avons également demandé leur relevé de facturation finale, a poursuivi Amanda. Il indique que le solde total a été réglé par l'une de vos sociétés de portefeuille 3 jours après la sortie de l'hôpital. C'est important. Cela prouve que votre fils n'a jamais été laissé sans soin ni paiement, mais seulement que son père a refusé d'en assumer la responsabilité. Evelyne se pencha légèrement pour lire la phrase en gras. Conjoint a refusé d'autoriser le paiement. Citation directe, alors n'en faites rien. En dessous, date, heure, personnel présent. Ses doigts se posèrent légèrement sur le bord de la table. Reed lui fit glisser une autre feuille. Voici le compte rendu du service social de l'hôpital. Il a indiqué qu'ils avaient noté que le personnel s'inquiétait de votre état émotionnel et du refus de votre mari. Ils ont signalé cela comme un facteur de risque pour la préparation de votre sortie. Amanda est restée impassible. L'important, a-t-elle ajouté, c'est que ce n'est pas votre parole contre la sienne. Plusieurs employés ont confirmé par écrit la même chose. Evelyne acquiesça d'un signe de tête. Reed replongea la main dans son dossier. Les journaux du serveur, dit-il. Il tourna la tablette vers elle. Le courriel de votre mari montre qu'il a ouvert le devis de l'hôpital et le portail d'autorisation avant le refus. Reed poursuivit.
Ils nous ont fourni le journal d'accès conformément à votre autorisation écrite. Ils ne peuvent pas partager le contenu de son compte, mais ils peuvent confirmer les eurodatages à l'écran. 17h43, ouverture du courriel d'estimation. 17h45, ouverture du portail d'autorisation. 17h49, autorisation refusée. Amanda se pencha légèrement en arrière. Il n'était donc pas confus. Il a vérifié, puis a refusé. La mâchoire d'Evelyne se crispa. Il avait de l'argent, dit-elle doucement. Pas grand-chose, mais assez pour les premières factures. Reed acquiesça et lui tendit une mince pile de relevés bancaires. Nous avons retiré ce que la loi nous permettait à ce stade, expliqua-t-il. Son compte professionnel disposait de fonds suffisants pour couvrir les besoins initiaux de l'hôpital. Cela l'aurait pénalisé, mais ne l'aurait pas ruiné. Evelyne examina les lignes surlignées, dépôt, retrait, solde. Il a donc choisi de ne pas l'utiliser, dit-elle. Oui, répondit Amanda. Et ce choix est important, ajouta Reed en tapotant un autre dossier. Nous avons également l'enregistrement de l'appel de votre mari avec le conseiller financier de l'hôpital, poursuivit Reed en tapotant la tablette. Ces appels sont enregistrés à des fins de contrôle qualité et de conformité. Avec votre autorisation et notre assignation, il diffuse l'extrait où il confirme comprendre les options et refuse toujours. Maintenant, pour Lena. Les yeux d'Evelyne s'illuminèrent. Nous effectuons une analyse forensique de l'ordinateur domestique partagé auquel vous nous autorisez l'accès. Reed poursuivit. Les messages de votre mari se synchronisent avec une application de bureau. Il n'a jamais désactivé la sauvegarde. Il a étalé des captures d'écran imprimées, nettes et horodatées. Lena, ne te laisse pas piéger financièrement. Marc, elle ne travaille même plus. Lena, fais-lui prouver qu'elle peut contribuer. Ne signe pas tout. Evelyne laissa les mots devant elle sans réagir. Amanda les lut, puis expira lentement. Cela montre une influence, dit-elle. Ce n'est pas une défense, mais un élément de contexte. On l'avait mis en garde contre les pièges financiers et il a choisi d'interpréter sa propre femme et son enfant comme étant le piège. Reed déposa un autre objet sur la table, des photos imprimées. Marc entrant dans un hôtel de nuit après la naissance de Noah. Marc en ressortant 3 heures plus tard. Lena à ses côtés, son manteau ouvert. Leur langage corporel était trop familier pour être confondu. Ces photos avaient été prises après son départ anticipé de la visite. Reed affirma que les dates et heures correspondaient au registre de sortie de l'hôpital. Evelyne déglutit. Ce n'était pas l'infidélité qui la blessait. Elle avait eu un pressentiment dès qu'elle avait entendu le nom de Lena dans la salle d'accouchement. C'était le moment, l'enchaînement des événements, son refus de signer, de partir, d'aller dîner avec quelqu'un d'autre. Amanda rassembla les papiers en une pile bien ordonnée. Elle dit alors, « Nous avons des documents hospitaliers attestant de son refus, des notes des services sociaux exprimant leur inquiétude, des journaux système montrant qu'il a consulté les documents et refusé, des SMS prouvant sa réticence préméditée à vous soutenir financièrement, des images qui démontrent quelles étaient ses priorités juste après. » Evelyne leva les yeux. « Est-ce suffisant pour ce que nous allons demander à la... » « Des poursuites judiciaires ?» répondit Amanda. « Oui, surtout compte tenu de votre situation financière. » Elle lui tendit un autre dossier, portant un cachet avec des logos et des sceaux d'entreprise. « Voici, » expliqua Amanda, « tout ce que vous nous avez envoyé concernant l'acquisition cette semaine. Les documents de séquestre, les approbations du conseil d'administration, les synthèses d'évaluation, votre statut de bénéficiaire effectif. J'ai déjà fait en sorte que les documents les plus confidentiels soient classés sous scellé. » Reed les regarda tour à tour. « Il ne sait toujours pas ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Evelyne. « Pour lui, je suis une femme au foyer qui se débrouillait bien avec les chiffres. » Amanda pinça les lèvres, laissant transparaître son opinion. « Tant mieux, » dit-elle. « Qu'il continue à le croire pour l'instant. Nous allons entamer une procédure de divorce, demander la garde exclusive provisoire et une ordonnance restrictive sur le transfert des biens matrimoniaux. Nous allons plaider qu'il représente un risque financier et un parent négligent. » Le regard d'Evelyne se porte sur la pile de preuves. « Et s'il tente de s'excuser ?» demanda-t-elle à voix basse.
Et s'il propose soudainement de tout payer et de se présenter? Amanda ajouta. Il admet alors qu'il savait ce qui comptait et qu'il a simplement choisi de ne rien faire jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. Les tribunaux sont plus attentifs à ce que les gens font quand personne ne les surveille. Reed se leva et ramassa quelques notes. Il ne va pas s'arrêter, dit-il d'un ton neutre. Les types comme lui s'arrêtent rarement. Une fois dos au mur, il enverra des SMS, passera des coups de fil, dira peut-être même des choses qui nous seront utiles. Je continuerai à surveiller ce que la loi nous permet. Amanda acquiesça. Tu ne le confrontes pas. Vous ne le prévenez pas. Vous ne le menacez pas de poursuite. Vous ne répondez que par notre intermédiaire. Ainsi, chaque geste désespéré de sa part est consigné dans le dossier. Evelyn se rassit lentement. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni désespoir. Elle se sentait en harmonie, comme si les archives reflétaient enfin la réalité qu'elle vivait en silence. Amanda ferma le dossier principal et le posa devant elle. Quand nous déménagerons, dit l'avocat, ce sera public. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous comprenez? Oui. Evelyn soutint son regard. Je comprends. Elle se leva, ramassant le dossier avec précaution. Ses doigts effleurèrent une dernière fois le rapport d'hôpital. La ligne n'était plus visible à travers la couverture translucide. Dehors, la ville continuait son cours, insouciante. À l'autre bout de la ville, Mark Carter continuait de jongler entre SMS et réunions, menant sa vie comme si de rien n'était, sans se rendre compte que chacun de ses pas était désormais évalué au regard d'un dossier dont l'existence n'avait plus besoin de son autorisation. Le dossier était clos. L'affaire, pourtant, ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, des rires fusèrent autour de Mark Carter, tandis que son monde basculait discrètement. Debout au centre d'une salle de réception élégante, un verre à la main, il racontait pour la 3e fois comment il avait surmonté un trimestre difficile et géré sa trésorerie avec brio. Les personnes qui l'entouraient, petits investisseurs, autres fondateurs, quelques dirigeants locaux acquiescèrent, d'une oreille distraite, plus soucieuses de paraître dignes de confiance que de vérifier ses compétences. Mark s'épanouissait dans ce genre d'endroit. Il ne remarqua la femme au blazer sombre que lorsqu'elle s'arrêta juste devant lui. « Mark Carter ?» demanda-t-elle. Sa voix était claire, professionnelle, assurée. Elle portait un fin porte-document en cuir. Son expression était neutre, non hostile. Mark se retourna, toujours souriant. « Oui, c'est moi. » Il s'attendait à une carte de visite, un compliment, une demande de contact. Au lieu de cela, elle ouvrit le porte-document. « Je m'appelle Angela Perez, dit-elle. Je suis huissière. Vous recevez une requête en divorce ainsi que des demandes de garde provisoire et de pension alimentaire. » Les mots percèrent le brouhaha. Le cercle le plus proche se tut le premier. La conversation s'interrompit en plein milieu d'une phrase. Un verre tinta doucement contre la table, soudain trop fort. Mark cligna des yeux, puis rit d'un rire sec et faux. « Il y a eu une erreur, dit-il. Vous vous trompez de personne. » Angela ne protesta pas. Elle lui tendit le dossier. « Vous avez été correctement identifié. La prestation est terminée. » Ses doigts se refermèrent machinalement sur les documents. Non loin de là, un des organisateurs fit discrètement signe à la sécurité. 2 gardes changèrent de position, sans s'approcher, se contentant d'observer. Non pas pour agresser, mais pour éviter toute gêne. Mark sentit une chaleur intense dans la nuque. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il en feuilletant les premières pages trop vite pour comprendre. Des formules juridiques défilèrent devant ses yeux. Requête en divorce. Demande de garde provisoire. Garde légale et physique. Demande d'ordonnance provisoire de restriction de la dissipation des biens matrimoniaux. Et cette phrase, fondée en partie sur un abandon médical et une négligence financière avérée, son torse massif derrière lui. Quelqu'un murmura, « C'est Evelyn. » Une autre voix demanda, « Il a été servi à une soirée. » Mark referma le dossier d'un geste sec. De l'autre côté de la pièce, au bord du bar, Lena resta figée, une gorgée à la main. Leurs regards se croisèrent un instant, grands ouverts, comme pour l'évaluer, puis, presque imperceptiblement, elle recula. « Tu étais au courant ?» demanda-t-il en faisant un pas involontaire vers elle.
Les lèvres de Léna s'entr'ouvrirent, mais aucune réponse ne vint. Son regard se porta sur les alentours, cherchant qui l'observait, la sortie la plus proche, et les conversations dont le ton avait déjà changé. L'huissière jeta un coup d'œil à sa montre. « Toute communication ultérieure passera par votre avocat, » dit-elle d'un ton toujours poli. Puis elle se retourna et partit. Le téléphone de Marc vibra dans sa poche. Un nouveau courriel de sa banque, une alerte automatique. Avis de réception de documents juridiques concernant son compte. Il l'ignora. Il se fraya un chemin jusqu'au bord du groupe et sortit par une porte latérale sur un petit balcon. L'air y était plus frais, mais pas apaisant. Il rouvrit le dossier, plus prudemment cette fois. Une épaisse pile de pièces justificatives était jointe à la pétition. En haut, le rapport d'incident de l'hôpital, Carter, Evelyn. Ensuite, une note des services sociaux, le refus d'aide financière. Puis des captures d'écran qu'il reconnut avec un sursaut. Ses paroles à Léna, où il lui disait ne pas vouloir être un portefeuille. Les messages de Léna, lui disant de ne pas se laisser piéger financièrement par Evelyn. Il sentit sa gorge se dessécher. Il chercha son téléphone à tâtons et composa le numéro d'Evelyn. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, puis tomba directement sur sa messagerie. Il réessaya plusieurs fois. Même résultat. Un souvenir lui revint en mémoire. Evelyn, alitée à l'hôpital, le visage pâle, le regard fixe, silencieuse tandis qu'il se disputait avec mademoiselle Reynolds. Il se souvenait de cette étrange sensation de triomphe lorsqu'elle ne répliqua pas. Mais à présent, c'était différent. Marc se retourna vers la salle de réception, cherchant Léna du regard. À travers la vitre, il la vit déjà en pleine conversation avec quelqu'un d'autre, le corps tourné de côté, sans même lui jeter un regard. Les gardes à la porte semblaient poliment ennuyés et discrètement vigilants. Il vérifia de nouveau les documents, cherchant une phrase qui dirait « c'est réversible ». C'était un avertissement, pas une réalité. Il découvrit alors une phrase en gras vers la fin. Audience relative aux ordonnances provisoires prévues à la date indiquée. Le défendeur est tenu de comparaître. À défaut, la procédure pourrait être jugée par défaut. Son cœur s'emballa. Il était venu pour parler de timing et de prise de risque calculée. À présent, il réalisait qu'il n'avait aucune idée du temps qu'il lui restait avant que ce dossier ne prenne une tournure concrète. Il n'avait pas réussi à la charmer. Il fixa son reflet dans le costume de verre. Parfait. Son verre toujours à la main, son sourire disparut. Si ce n'était que la requête, qu'avait-elle d'autre qu'il n'avait pas encore vu? Plusieurs semaines après la signification, l'audience commença. La voix de l'huissier résonna dans la salle d'audience, suivie du grincement des chaises et du bruissement des personnes prenant place. Mark Carter était assis à la table des accusés, son costume impeccablement repassé lui donnant l'allure d'une armure. L'illusion se brisa lorsqu'il vit ses mains crispées sur la table, les jointures blanchies. Son avocat, un homme qu'il avait engagé à la hâte après avoir reçu la citation à comparaître, lui murmura quelque chose à l'oreille qui ne sembla pas faire mouche. De l'autre côté de l'allée, Evelyn était assise à côté d'Amanda Carter. Elle portait une robe simple et aucun bijou, hormis son alliance. Son dos était droit, son expression sereine. De légères cernes marquaient son visage, comme celles de tous les jeunes parents, mais rien ne trahissait sa souffrance. Au fond, un porte-bébé reposait près d'une amie de la famille, berçant doucement le petit Noah. Ce dernier dormait paisiblement. Le juge Holloway, la soixantaine, les cheveux argentés et le regard marqué par l'expérience, siégeait sur le banc des accusés. Il parcourut du regard le dossier devant lui, puis leva les yeux. Affaire numéro 3475, Carter contre Carter, annonça-t-il. Nous sommes réunis aujourd'hui concernant les requêtes des demandeurs en ordonnance provisoire relative à la garde des enfants, à la pension alimentaire et aux restrictions financières. Maître, êtes-vous prête à procéder? Amanda Rose, oui, monsieur le juge. L'avocat de Marc se leva également. Oui, votre honneur, acquiesça le juge Holloway. Mademoiselle Carter, vous pouvez commencer. Amanda s'avança au centre de la salle d'audience, une petite télécommande à la main. Derrière elle, un écran s'alluma. Cette affaire, dit-elle, ne porte pas fondamentalement sur la richesse. Il s'agit de responsabilité sous pression. Elle appuya sur la télécommande.
Le logo d'un hôpital apparut, suivi d'une page de numérisation. Pièce A, dit Amanda. Rapport d'incident de l'hôpital daté du jour de la naissance de l'enfant. J'attire l'attention du tribunal sur la section surlignée en jaune. Le texte s'afficha en gros plan. Le conjoint a refusé d'autoriser le paiement malgré les explications. Citation exacte consignée par 2 membres du personnel. Alors n'y allez pas. Suspension administrative ordonnée. Service social prévenu. Un murmure parcourut la salle d'audience. Amanda poursuivit. Pièce B. Note du service social interne. Elle fait état du refus du père de se porter garant pendant la convalescence de la mère suite à son accouchement et de son départ de l'hôpital peu après, sans que la situation ne soit réglée. Diapositive suivante. Journal des accès autorisés du portail de facturation de l'hôpital. Horodatage indiquant la consultation du devis, puis le refus d'autorisation. Pièce C. Amanda a indiqué que le journal Système confirmait que le défendeur avait ouvert puis refusé l'autorisation financière. Elle a marqué une pause, laissant au juge le temps d'examiner la situation. Nous présentons également des relevés bancaires attestant qu'au moment du refus, le défendeur disposait des fonds nécessaires pour assurer le paiement initial, même si cela aurait été contraignant. L'avocat de Marc s'est levé. Objection, monsieur le juge. Le conseil spécule sur les obligations de ma cliente concernant les paiements imprévus. Rejeté, déclara calmement le juge Holloway. Il s'agit d'une audience sur les mesures provisoires, et non d'un procès pénal. J'évalue les tendances et les risques. Poursuivez, mademoiselle Carter. Amanda acquiesça, imperturbable. Pièce D, dit-elle en cliquant de nouveau. Des captures d'écran apparurent, les échanges de SMS entre Marc et Lena. Les noms et numéros de téléphone ont été masqués pour des raisons de confidentialité, mais figurent dans le dossier confidentiel. Ne vous laissez pas piéger financièrement par elle. Elle ne travaille même plus. Exigez d'elle qu'elle prouve sa capacité à contribuer. Ne signez pas tout. Ces messages proviennent d'une synchronisation d'appareils à laquelle les 2 parties avaient accès. Amanda a déclaré que ces éléments prouvaient que le refus du défendeur d'autoriser les soins n'était pas un simple oubli passager. Il reflétait une conviction préexistante selon laquelle subvenir aux besoins financiers de sa femme et de son nouveau-né était un piège à éviter. Marc fixa le sol. Et enfin, la pièce E. Un autre clic. Des photos apparurent. Marc et Lena entrant et sortant d'un hôtel de nuit après la naissance. Les horodatages correspondaient aux registres hospitaliers indiquant une sortie anticipée après les heures de visite. Ce n'est pas illégal, a déclaré Amanda sans porter de jugement. Mais il faut tenir compte du contexte. Alors que l'hôpital signalait son refus dans son système et que les services sociaux s'efforçaient de garantir des conditions de sortie sécuritaires pour un nouveau-né, la priorité du patient était ailleurs. Le silence régnait désormais dans la salle. La mâchoire du juge Holloway se crispa imperceptiblement. Amanda posa la télécommande. Il y a un autre élément d'information pertinent pour cette procédure, dit-elle. Le défendeur a affirmé, tant par correspondance que par l'intermédiaire de son avocat, que le demandeur est financièrement dépendant de lui. Ce n'est pas exact. Elle s'est approchée du juge avec un dossier scellé, qu'elle a remis au greffier qui le lui a transmis. Sous scellé, votre honneur, a déclaré Amanda, se trouvent des documents d'entreprise, des relevés de comptes séquestres et des analyses d'évaluation. Ils concernent une acquisition récente réalisée par la requérante dans le cadre de son activité professionnelle. Le juge Holloway ouvrit le dossier, parcourant rapidement les pages du regard. Sceau d'entreprise, confirmation de séquestre, signature. Il leva les yeux, les sourcils légèrement froncés. Cela indique une transaction d'une valeur d'environ $1 milliard. Oui, votre honneur, répondit Amanda. L'opération est actuellement soumise à des restrictions de confidentialité imposées par les autorités de réglementation. C'est pourquoi nous avons demandé un traitement sous scellé. Le point essentiel pour aujourd'hui est le suivant. Au moment de la naissance, la situation financière de la requérante était bien meilleure que ne le pensait l'intimé. Elle avait les moyens et la capacité de régler elle-même les frais médicaux. Elle en avait bien conscience. Le problème, a-t-elle poursuivi, n'est pas qu'ils étaient pauvres. Le problème, c'est que face à sa femme en convalescence et à leur nouveau-né,
Le premier réflexe de l'intimé a été de préserver son sentiment de contrôle, quitte à laisser planer le doute sur la sortie de son enfant. Elle retourna à sa table et s'assit. Le juge Holloway croisa les mains et se tourna vers Evelyn. « Madame Carter, dit-il d'une voix posée. Est-il vrai que vous êtes la bénéficiaire effective des entités décrites dans ces documents? » « Oui, votre honneur, » répondit Evelyn en se levant. « Les fonds sont sous séquestre. Je ne les ai pas transférés à l'époque en raison des règles réglementaires et parce que je souhaitais une documentation précise des choix de mon mari, sans mon intervention. » L'avocat de Mark se leva. « Votre honneur, mon client n'avait aucune connaissance de cette transaction. Il croyait que sa femme n'avait aucun revenu. Ses décisions étaient fondées sur des informations incomplètes qu'elle avait choisi de ne pas partager. » Le juge Holloway tourna son regard vers Mark. « Monsieur Carter, » dit-il. « Le personnel hospitalier vous a-t-il expliqué qu'il existait des solutions? Assurance, plan de paiement, aide financière. » Mark s'éclaircit la gorge. « Ils ont évoqué certaines choses. Oui. Comprenez-vous que votre refus retarderait votre sortie et entraînerait l'intervention des services sociaux? Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, » a déclaré Mark. L'expression du juge Holloway est restée impassible. « La loi n'oblige pas votre femme à divulguer tous ses biens pour que vous puissiez agir de bonne foi envers votre enfant. » Le juge a ajouté, « On ne vous a pas demandé de céder votre entreprise. On vous a demandé d'assumer la responsabilité financière d'un parent. » Silence. « Je vais faire une courte suspension d'audience avant de prononcer des ordonnances provisoires, » déclara finalement le juge Holloway. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Le marteau tomba. Des conversations à voix basse s'élevèrent. Le huissier a rappelé à l'ordre tandis que les gens se penchaient les uns vers les autres, colportant déjà leur version des faits. Mark se tourna vers Evelyn. « Evelyn, s'il te plaît, » murmura-t-il d'une voix sèche. « On peut parler. La situation dégénère. » Elle ne le regarda pas. Amanda se pencha vers elle et murmura quelque chose à sa cliente. Evelyn hocha la tête une fois, le regard droit devant elle. L'avocat de Mark lui tira la manche. « Il faut qu'on parle de limiter les dégâts, » murmura-t-il. Mais Mark l'entendit à peine, tant la seule question qui lui vint à l'esprit était étouffée. Si ce n'était qu'une audience provisoire, à quoi ressemblerait sa vie à partir de maintenant? « Monsieur Carter, veuillez vous lever. » Un silence pesant s'installa dans la salle d'audience lorsque Mark se leva. Ses genoux flageolaient, non pas à cause du sol ciré, mais parce qu'il pressentait qu'un événement bien plus important allait se produire. La voix du juge Holloway était calme, le calme de quelqu'un qui avait déjà rendu sa décision. Après avoir examiné les pièces à conviction, entendu les témoignages sous serment et pris en considération les arguments des avocats, le juge commença. Le tribunal constate l'existence de preuves substantielles de la négligence de l'intimé à un moment critique de la vie de son enfant. Mark fixa le vide, la gorge sèche. Le dossier montre, poursuivit le juge Holloway, que M. Carter avait les moyens de contribuer aux frais d'hospitalisation et à l'organisation de la sortie de l'hôpital, mais il a choisi de ne pas le faire. Cela démontre également qu'il considérait les besoins de sa femme et de son enfant sous l'angle d'un moyen de pression financière plutôt que sous celui de sa responsabilité parentale. Il a tourné la page. En conséquence, concernant les ordonnances provisoires en attendant le divorce définitif, le tribunal statue comme suit. Dans un premier temps, la garde exclusive, légale et physique, de l'enfant mineur est confiée à la requérante, Evelyn Carter. Le défendeur bénéficiera d'un droit de visite supervisée, dont la fréquence sera fixée par le service d'aide aux familles du tribunal une fois qu'un plan parental officiel aura été établi. Mark serra les mains sur le dossier de sa chaise. Deuxièmement, il est ordonné à l'intimé de verser une pension alimentaire provisoire pour enfants et de contribuer aux frais médicaux, selon un montant calculé conformément aux barèmes légaux. Ce montant précis sera inscrit dans l'ordonnance écrite. Un recel traverse la salle d'audience. Troisièmement, le tribunal fait droit à la demande du requérant d'une ordonnance de restriction temporaire, interdisant aux deux parties, et notamment à l'intimé, de transférer, dissimuler ou dissiper les biens matrimoniaux en dehors du cadre normal des dépenses courantes et professionnelles. Tout transfert inhabituel effectué à compter de ce jour devra être déclaré au tribunal. Mark sentit son estomac se nouer. Quatrièmement,
Compte tenu des éléments de preuve présentés concernant les rapports d'incidents hospitaliers et le refus documenté des intimés, le tribunal renvoie le dossier aux autorités de poursuite compétentes pour examen d'éventuelles accusations de négligence médicale et de malversation financière. Le tribunal ne se prononce pas sur la responsabilité pénale. Il a toutefois l'obligation de signaler les comportements problématiques lorsqu'ils portent atteinte au bien-être d'un enfant. Ces mots résonnèrent comme un poids. Les genoux de Marc fléchirent légèrement. Il s'assit lourdement, sa chaise raclant le sol. À côté de lui, son avocat murmura. « Nous ferons appel de la décision relative à la garde des enfants. » Mais ces paroles sonnaient creux, comme des promesses faites dans une maison en flammes. De l'autre côté de l'allée, Evelyn rassembla discrètement ses papiers. Le juge Holloway poursuivit d'une voix posée. En définitive, le mariage des parties est dissous à titre provisoire. Le partage des biens et les ordonnances définitives seront finalisés lors d'audiences ultérieures, mais le statut marital est dissous à compter de ce jour. Le stylo d'un greffier griffonna le procès-verbal. Marc jeta un coup d'œil à Evelyn pour la première fois depuis le début de l'audience. Elle se tenait debout, le poing serré dans la main, la tête légèrement baissée, tandis qu'Amanda murmurait quelque chose. Son visage n'exprimait ni triomphe, ni vengeance. C'était terminé. Madame Carter, ajouta le juge Holloway. Le tribunal prend note de votre maîtrise de soi durant cette procédure et de votre préparation malgré les circonstances difficiles. Il note également que vous aviez les moyens de payer les soins de votre enfant et que vous l'avez finalement fait après sa sortie de l'hôpital, mais que vous n'avez pas contesté la manière dont l'hôpital a consigné le refus du défendeur. Cette décision a éclairé le tribunal. Evelyn acquiesça d'un signe de tête. « Merci, votre honneur. » Le juge Holloway les regarda une dernière fois. « Cette affaire sera renvoyée à mon rôle pour décision finale, » dit-il. D'ici là, ces ordonnances provisoires ont pleine force de loi. L'audience est levée. Le juge s'effondra. L'huissier ordonna à tous de se lever. Tandis que le juge quittait le banc, les gens se levèrent, puis commencèrent aussitôt à se retourner en chuchotant « Bougez !» Marc ne bougea pas. « Evelyn !» murmura-t-il d'une voix rauque, le mot lui arrachant la gorge. « S'il te plaît. » Elle s'arrêta dans l'allée, le visage replié sur elle-même d'une main, l'autre posée délicatement sur la poignée du porte-bébé de Noah, tandis que leur ami de la famille se préparait à se lever. « On peut arranger ça, » dit Marc, la voix tremblante. « Je prendrai tout en charge. Les frais d'hospitalisation, tout ce que tu voudras. Ne me faites pas ça. » Plusieurs personnes dans la galerie se sont agitées, leurs regards oscillant entre elles et le huissier. Evelyn n'a pas répondu. « Vous ne m'avez rien dit de cet accord, » a-t-il répété plus fort, la détresse transparaissant dans sa voix. « Vous ne m'avez jamais dit que vous aviez autant d'argent. » Comment aurais-je pu le savoir? Amanda posa doucement la main sur le bras d'Evelyn, un rappel silencieux qu'elle ne lui devait rien. Ni explication, ni réconfort, ni même une mise en scène. Evelyn se tourna légèrement pour que Marc puisse apercevoir son profil. Il s'attendait à de la colère, une accusation, une réplique explosive à laquelle il pourrait se défendre mentalement plus tard. Au lieu de cela, elle ne lui laissa rien paraître. Pas un mot, pas une réaction. Elle ajusta sa prise sur la poignée du sac et se dirigea vers les portes. « Tu nous manqueras, Carter. »« Par ici, s'il vous plaît, » dit doucement une huissière, tenant une porte ouverte pour elle et son petit cortège. Marc s'avança comme pour la suivre, mais un huissier se plaça légèrement devant lui. « Monsieur, » dit l'huissier d'un ton calme mais ferme. « Vous devrez rester ici jusqu'à ce que le couloir soit dégagé. » Marc s'arrêta. Il regarda les portes se refermer derrière Evelyn, la silhouette du porte-bébé de Noé disparaissant dans la lumière vive du couloir. Le claquement des portes était définitif, contrairement au bruit du gafle. Son avocat marmonna quelque chose à propos de requêtes, de demandes de modification. Marc l'entendit à peine. Il avait cru jusqu'à cet instant qu'une ultime conversation suffirait à tout arranger. Des excuses, un plaidoyer poignant, une dernière chance. Au lieu de cela, il n'eut droit qu'au silence tandis qu'elle s'éloignait sans se retourner. Il comprit enfin. Elle n'était pas venue pour discuter. Elle était venue pour officialiser par écrit ce qui s'était déjà produit dès l'instant où il avait prononcé 2 mots dans cette chambre d'hôpital. Les portes du tribunal s'ouvrirent. Sans fracas.
Une simple poussée ferme et décisive. La lumière du soleil inondait les marches de pierre à l'extérieur lorsqu'Evelyn sortit. La poignée du porte-bébé de Noah était fermement serrée dans sa main. Le bébé remua une fois, puis se rendormit. La capote du siège auto lui protégeait le visage du soleil. Quelques journalistes attendaient en bas des marches, alertés par des chuchotements concernant l'épouse milliardaire et l'affaire à l'hôpital. Leurs caméras n'étaient pas aussi imposantes que celles d'un camion de reportage, mais leur regard était perçant. « Madame Carter a rendu la décision que vous espériez. Est-il vrai que vous avez signé un contrat d'1 milliard de dollars? Pensez-vous que le système vous a protégé aujourd'hui ?» Evelyn n'a pas accéléré. Elle n'a pas ralenti. Ses talons claquant sur la pierre à un rythme régulier. « Mademoiselle. » Carter marcha un pas en retrait, sur le côté, comme un rempart silencieux contre les questions. « C'est fait, » dit doucement Amanda. Arrivée en bas, Evelyn baissa les yeux vers Noah. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au même rythme régulier que celui enregistré par le moniteur quelques jours auparavant. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de machine, plus de lumière fluorescente, plus d'attente administrative. « Oui, » dit-elle. « C'est fait. » Elle ne se retourna pas vers le palais de justice. À l'intérieur, dans le calme et la fraîcheur de la salle d'audience désormais vide, Marc resta assis longtemps, bien après que le greffier eut rassemblé les documents et que l'huissier se fut reposé à son poste. Le bourdonnement des ventilateurs et le craquement occasionnel du bois étaient les seuls bruits. Son avocat finit par lui toucher le bras. « Nous allons examiner vos options, » dit l'homme. « Appel, modification, mesure de conformité pour que la procédure pénale ne s'aggrave pas. » Marc hocha à peine la tête. Son regard se porta plus sur l'endroit où se trouvait la chaise d'Evelyn que sur la porte qu'elle avait franchie. La pièce lui parut plus grande, mais d'une manière inquiétante. Comme un théâtre après que les lumières se soient rallumées et que le public soit parti. Il avait toujours pensé que le pouvoir signifiait être celui vers qui tout le monde se tournait, être le centre de l'attention, celui qui subvenait aux besoins de sa famille. À présent, son nom figurant sur une pile d'ordonnances et de dossiers judiciaires, ses visites à son fils réduites à des visites supervisées, et sachant que son ex-femme avait discrètement bâti une vie financière à laquelle il ne pouvait rien faire, ce mot avait pris un tout autre sens. Il comprit que le pouvoir résidait dans la capacité de partir et de ne plus jamais avoir à revenir dans cette pièce. Dehors, une brise souleva une mèche de cheveux près du visage d'Evelyn. D'une main, elle la repoussa, l'autre restant posée sur la poignée du sac. Elle s'arrêta près de sa voiture et ouvrit le portière arrière, clipsant le siège de Noah sur sa base avec une précaution habituelle. Il fronça les sourcils, puis se détendit tandis qu'elle ajustait sa couverture. Elle appuya doucement son front contre le bord du siège, sa voix n'étant qu'un murmure. « Je ne l'ai pas détruit, » dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour le bébé. « J'ai juste cessé de le protéger. » Elle se redressa, referma la portière d'un clic discret et fit le tour de la voiture pour s'installer côté conducteur. Derrière elle, le palais de justice se dressait, massif et inébranlable, s'estompant déjà dans le décor de sa vie. Le véritable pouvoir qu'elle comprenait désormais ne résidait pas dans le bâtiment lui-même. Il était dans le dossier, les rapports d'incidents, les horodatages, les SMS, l'ordonnance signée par un juge confirmant ce qu'elle avait vécu. Il était dans son choix de ne plus atténuer les conséquences des actes d'autrui. À l'intérieur, le dernier employé du tribunal éteignit les lumières. La pièce s'assombrit. Le bois poli luisait d'un éclat terne, vide. Marc se tenait maintenant au fond, près des portes, une main appuyée contre le chambranle. Au-delà s'étendait une vie faite de restrictions, de surveillance, et d'une réputation désormais entachée d'un astérisque silencieux. Il repensa au devis de l'hôpital qu'il avait fixé du regard, au moment où il avait dit « Alors ne le fais pas ». Ce sentiment de contrôle qu'il avait éprouvé. Pour la première fois, il comprit la portée de ce choix. Il n'avait pas seulement refusé de payer une facture d'hôpital. Il avait révélé sa véritable nature alors que quelque chose de concret était en jeu. Et ce faisant, il n'avait pas seulement perdu de l'argent. Il avait perdu l'accès à une femme qui, discrètement, avait acquis une valeur inestimable, tant sur le plan financier que personnel. Dehors, Evelyn démarra le moteur. Pas de musique, pas de discours de victoire,
juste le ronronnement d'une voiture qui s'éloignait d'un bâtiment dont elle n'avait plus besoin. Tandis qu'elle descendait la rue, le palais de justice s'estompait dans le rétroviseur, remplacé par la route et le souffle régulier et faible de son fils. Il avait refusé de payer une facture d'hôpital, et cette décision lui avait coûté un mariage, un enfant et une vie valant des milliards. J'espère que vous avez autant apprécié cette histoire que j'ai aimé la créer. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une prochaine vidéo.